Gaël Monfils écrase Frank Dancevic au vélodrome de Bemao, 6-3, 6-1, 6-3 en 1h25. Son coéquipier Gilles Simon l'a suivi en s'imposant également. Vous entendrez la réaction des vainqueurs dans ce journal. Le Rome-Bologne sur la plus haute marche du podium. L'entreprise bastérienne gagne la médaille d'or au Salon de l'Agriculture à Paris. Les secrets de ce grand cru victorieux dans cette édition. Des gestes simples mais qui peuvent sauver des vies. Nous verrons concrètement comment pratiquer un massage cardiaque. En France, près de 2400 personnes meurent chaque année d'une crise cardiaque. Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver à la une de votre journal. La victoire de Gaël Monfils au premier simple du premier tour de la Coupe Davis. Le Guadeloupéen n'a pas déçu les 8000 spectateurs qui avaient fait le déplacement. Il a balayé son adversaire, Frank Dancevic, en 3-7. On écoute la réaction du premier homme du jour, vainqueur sur ses terres, au micro d'Yvan Lemar et Bénédicte Jourdier. 3 mois, j'étais vraiment excité à l'idée. J'étais vraiment... Il faut se préparer parce que c'est quelque chose de différent, de quelque chose d'intense. Et je pense que rien que quand on est arrivé sur le terrain avant les hymnes, c'était exceptionnel. Quand on est arrivé au tout début, c'était exceptionnel. Quand j'ai gagné le premier set, c'était exceptionnel. Et à la fin du match, c'était magique, quoi. Réussite, je pense que j'ai bien joué, j'ai bien tapé la balle, j'ai réussi à avoir un plan de jeu solide. Le soutien du public a été important dans cette victoire, justement? Énormément, même quand on est rentré, moi quand on est vraiment rentré là sur le terrain avant le match, c'était incroyable. Moi je sais que ça m'a boosté. Avec Yann, on en parlait un petit peu aussi juste avant, c'était sublime. 2 matchs, 2 victoires. L'autre Français en compétition, Gilles Simon, a offert à la France son 2e point cet après-midi, rapprochant ainsi le drapeau tricolore de la qualification. 7-5, 6-3, 6-3. Une victoire difficile mais obtenue grâce au soutien du public. Pour moi, ça m'a aidé beaucoup. Moi, j'ai joué beaucoup de rencontres à l'extérieur. J'ai très peu joué à la maison. Et voilà, c'est sûr que ça aide. Ça aide. Peut-être qu'au début aussi, j'avais envie de trop bien faire par rapport à ça, justement. J'avais de bonnes sensations, j'avais envie de trop bien jouer. À l'arrivée, je ne jouais pas bien du tout. Et voilà, après, j'ai réussi à trouver mon rythme et voilà, on a bien combiné. Voilà, c'était le but d'être à 2-0. Voilà, le but, c'est d'être à 3-0 demain soir. J'espère qu'on y sera. Si on n'y est pas, il faudra y retourner dimanche. Voilà, on essaie de garder encore une fois les choses assez simples. On s'est bien préparé, on se sent bien un peu tous et voilà, on essaie d'amener ça sur le terrain. La ministre des Outre-mer, Georges Paul-Langevin, est arrivée hier soir en Guadeloupe. Une visite officielle dédiée à la jeunesse et au sport. Elle représentera jusqu'à dimanche le gouvernement dans les tribunes de la Coupe Davis. Elle vient par ailleurs confirmer la mise en place d'une campagne de lutte contre le virus du Zika. Bénédicte Jourdier a recueilli ses propos. Eh bien, je crois que c'est un jour qui est très positif pour le sport guadeloupéen, puisque le monde entier, finalement, sait que la Guadeloupe existe et il va se passer un événement qui est tout à fait important pour le tennis en Guadeloupe. Donc, je pense que c'est un hommage qui est rendu au fait que la Guadeloupe est une terre de champions. Nous avons vraiment des personnalités qui sont connues, qui sont des sportifs antillais. Donc, venir, l'épreuve sportive se passe ici, en Guadeloupe, en cette terre où sont originaires un certain nombre de champions, je crois que c'est un moment qui est important pour nous et que nous devons nous en réjouir. Et nous savons bien que leur place dans les équipes de France est une place importante et qu'ils apportent beaucoup à la France. Donc je pense que c'est une manière de dire que c'est un peu comme l'outre-mer en général apporte quelque chose à notre pays. Et donc, je salue les sportifs, leurs efforts. Et il me semble qu'aujourd'hui, dans ces 2 jours qui vont être consacrés à la jeunesse et au sport, nous aurons l'occasion de décliner cette idée phare que le sport est utile pour la Guadeloupe, doit être développé pour la Guadeloupe. Donc, on doit donner des équipements à la Guadeloupe qui soient satisfaisants, pour que les jeunes puissent s'y entraîner. Et par ailleurs, eh bien, le fait que ces sportifs finalement honorent la Guadeloupe par leurs résultats est aussi quelque chose qu'on doit leur dire, donc un petit peu leur dire merci aussi.
Marisol Touraine, ma collègue, est venue et a annoncé un certain nombre de choses sur la prévention du Zika et sur la prise en charge des femmes enceintes. Donc je vais à mon tour m'entretenir avec les responsables sur ce dossier de manière à bien m'assurer que tout est mis en place pour que les femmes soient bien suivies et que la Guadeloupe traverse cet épisode malencontreux sans grand dommage pour les uns et les autres. Plusieurs mouvements de grève dans différents secteurs sont en cours en Guadeloupe. Certains perdurent depuis près de 45 jours, comme chez Damoiseau. Le point sur ces conflits avec Nathalie Dinan et Moïse Dexter. Plusieurs conflits sociaux sont en cours. Le plus long dure depuis une quarantaine de jours, déclenché par les salariés du dépôt des Roms Damoiseau. Ils réclament une augmentation de salaire gelée depuis une dizaine d'années. La direction a fait des propositions applicables sous certaines conditions, dont la reprise immédiate du travail. La DIECT a demandé à l'employeur de revenir à la table des négociations. À Basse-Terre, les employés de l'entreprise de ramassage d'ordures ménagères en ont assez de ne pas percevoir leur salaire, sous prétexte que la communauté d'agglomération n'avait pas versé son dû. Mardi, ils ont bloqué leur lieu de travail. Mercredi, ils ont organisé une opération escargot dans les rues, provoquant une rencontre avec Madame le maire, Marie-Luce Panchard. Où des avancées ont l'air de se dégager, mais qui n'ont pas pour le moment uniquement sur la base de déclarations de la CSBT qui prétend trouver des lignes budgétaires éventuellement pour faire une avance. Aujourd'hui, ils attendaient une confirmation du virement annoncé, très en colère suite à une réquisition prise par le préfet. Ce dernier avait mandaté des entreprises de grande terre qu'ils ont repoussées. Hier, le jour de la mi-carême, lorsqu'on était seulement au deuxième jour de grève, monsieur le préfet avait pris une réquisition pour demander aux entreprises de la grande terre de venir collecter sur la région de Basse-Terre, là où nous sommes en grève. Ça chauffe à CanalSat Caraïbes. Suite au licenciement d'un cadre jugé abusif par l'Union générale des travailleurs de Guadeloupe, les employés de Jarry sont entrés en grève mardi. Il est reproché au cadre employé depuis 17 ans d'avoir supprimé 200 réclamations d'abonnés. L'entreprise en reçoit 10 000 par an. Le syndicat refuse ce motif. Donc nous ne pouvons pas comprendre qui Jean Jod là, tout d'un coup, ça dépend en conséquences énormes si canal satellite. Donc nous avons posé des questions et nous avons dit réellement qui est l'objectif à eux. Eh bien, c'est de licencier camarades là, de faire en sorte que le syndicat n'a pas parlé. Du jour au lendemain, ils ont souvent courrier pour un entretien préalable. Ils ont fait comprendre qu'on s'y a coûté argumentation, sauf qu'ils ont resté sur la même position là. Et quelques temps après, ils ont un courrier pour dire comme ça, voilà, ils licenciés. L'accès au siège est impossible jusqu'à nouvel ordre. Le député et président de la région Guadeloupe, Harry Chalus, a lancé un appel au calme suite aux actes de violence qui sont survenus en marge des défilés de la mi-carême hier soir à Pointe-à-Pitre. 8 personnes ont été blessées par arme à feu. Le pronostic vital de 4 d'entre elles est engagé. Les faits se sont produits aux alentours de 23h devant la tour Cécide et à 1h du matin au Rézé. 6 personnes parmi les victimes étaient connues des services de police. Harry Chalus a indiqué son intention de proposer prochainement une loi visant à lutter contre le trafic d'armes en Guadeloupe. D'ici une centaine d'années, le niveau des océans devrait monter d'1 mètre, une menace pour les nappes phréatiques de notre archipel qui seront directement touchées. Comment sont-elles surveillées au quotidien? Le second volet de notre dossier avec Bénédicte Jourdier et Isabelle Hameau. À l'aide d'un piézomètre, cet hydrogéologue mesure le niveau d'eau d'une source souterraine située sur la commune de Capesterre-Belo. Comme ce forage, il en existe 24 autres qui sont suivis au quotidien par l'équipe du BRGM, le Bureau de recherche géologique et minière. 12 en Grande Terre, 8 à Marie-Galante. On a 2 à la Désirade, une station sur Saint-Martin et seulement 2 sur la Basse-Terre puisque on connaît, on l'a dit, assez mal l'hydrogéologie sur cette île, et également parce que l'eau souterraine n'est pas exploitée pour les besoins des populations. Quand on aura une meilleure connaissance des nappes d'eau souterraine, on espère pouvoir un petit peu agrandir notre réseau et suivre des nappes qui seraient peut-être sur la partie est du territoire, parce qu'on a assez peu de données pour l'instant. Nos recherches en Basse-Terre sont concluantes, et si on arrive à trouver une ressource en eau significative, on peut espérer à terme s'en servir et l'exploiter pour alimenter en eau potable les populations.
Et pour cela, l'équipe étudie les sous-sols, et notamment ceux de la Basse-Terre, méconnus jusqu'à maintenant, où seulement 2 forages ont été implantés, en raison du contexte volcanique. Quand on est en grande terre, finalement, c'est assez simple, parce qu'on a un ancien volcan qui est érodé avec au-dessus une couche de calcaire toute plate, donc c'est assez uniforme, et dedans qu'une seule nappe, donc c'est très facile. En basse terre, il faut s'imaginer, en fait, c'est comme un sandwich, on a un empilement de coulées de lave, et donc les nappes peuvent être contenues dans telle ou telle couche, et donc voilà, il y a vraiment tout un travail de terrain à faire, et l'acquisition de connaissances sur la géologie pour pouvoir identifier des ressources sous terre. Un enjeu de taille, puisque les eaux superficielles sont en partie polluées, et parfois asséchées en période de carême. À l'heure d'aujourd'hui, les ressources en eau superficielle, par exemple les rivières, elles sont plus toujours suffisantes pour répondre aux besoins parce qu'en période de sécheresse, les niveaux descendent et il faut laisser une part d'eau aussi pour les écosystèmes, pour assurer la vie dans les rivières. Il y a un autre problème également, c'est que ces ressources superficielles, elles sont plus vulnérables aux contaminations, aux pollutions liées à l'homme. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est d'aller chercher cette eau sous terre pour pouvoir répondre aux besoins des populations. En 2015, le BRGM a relevé un carême prononcé. Le niveau des nappes phréatiques est à la baisse, une diminution pourtant peu alarmante pour le moment, grâce à la forte pluviométrie des années précédentes. En Guyane, la société Le Ciment Guyanais s'est imposée sur le territoire. En activité depuis 20 ans, elle connaît désormais une transition industrielle. Le reportage de nos confrères d'ATV Guyane. Dans ce hangar, plus de 7000 tonnes de matières premières. Chaque mois, c'est sur cette base que Thierry lance sa production. Dehors, pas au fond. Dans cette entreprise guyanaise, on produit du ciment depuis déjà 20 ans. Mais avant de finir dans ces sacs, il passe par plusieurs transformations. Les matières premières partent du hall pour remplir nos 3 silos. Quand ce produit passera dans le broyeur, ils iront remplir nos 4 silos de produits finis. Les matières premières arrivées, il est temps de mélanger le tout, toujours selon des procédés bien spécifiques. Ici, on se trouve avec la composante des 3 ciments. Et chaque doseur aura un pourcentage, une recette qui va déterminer le produit fini. Le ciment est composé de 3 composants en général. Et c'est ici qu'on les assemble par l'intermédiaire des doseurs. Les recettes des différents types de ciment prêtes, c'est autour de la mise en sac et fini l'époque où tout se faisait à la main. Aujourd'hui, tout est automatisé. Totalement automatisé pour l'ensaçage des sacs, de l'encamionneur des sacs, où on place des liasses de sacs afin qu'elles soient acheminées pour être lancées sur une rotative où il y a 8 pecs qui permet le remplissage de chaque sac de 25 kg. Les sacs se remplissent très rapidement. Il ne faut que quelques secondes pour qu'un sac de 25 kg ne fasse son chemin jusqu'à la palette. Ce sont des milliers d'entre eux qui défilent toute la journée. Nous produisons 120 à 100 palettes jour, ce qui nous fait à peu près 240 tonnes, 200 tonnes de production de sacs. Depuis sa création, le ciment guyanais domine le marché local. Ils sont présents sur la quasi-totalité des constructions guyanaises. Avec un chiffre d'affaires de plus de 25 millions d'euros par an, ils sont les seuls fabricants de ciment dans le département. Le ciment venait de Trinidad, des Antilles, et il y a des investisseurs guyanais qui ont créé une société, cette société. Tout le ciment qu'on produit est consommé en Guyane. Globalement, on peut dire qu'on fournit à peu près 80-98% du marché aujourd'hui. Tous les autres projets qui ont été faits en Guyane ont été faits avec nous. Nous avons fait Soyouz, on a fait tous les différents ponts, on a construit l'hôpital de Cayenne. Nous sommes 25 personnes aujourd'hui sur le site. On crée de l'activité autour de nous. Bon, et puis, c'est quand même une société qui consomme beaucoup d'électricité. Donc, on est certainement un des plus gros consommateurs d'électricité de la Guyane. Et notre objectif, c'est, comme je le disais au début, c'est d'être en Guyane et d'y rester. Si aujourd'hui l'entreprise trône fièrement sur le marché en Guyane, l'exportation, elle, reste compliquée. D'un côté, le Brésil avec une valeur monétaire trop inférieure par rapport à l'euro, et de l'autre, le Suriname qui possède sa propre production. Pour l'instant, le rêve d'ouvrir la porte du monde au ciment guyanais reste inaccessible.
En Guadeloupe, 2 à 3% des enfants scolarisés souffrent d'un trouble de l'apprentissage, dyslexie, dysorthographie ou dyscalculie. Des handicaps invisibles mais durables. Pour aider ces enfants atteints par ces handicaps, un ordinateur conçu spécialement pour eux a été distribué ce matin à l'école élémentaire mixte 1 de Saint-François. Reportage Isabelle Hameau, Patrick Curie. Alexandre découvre son nouvel outil de travail. C'est avec cet ordinateur qu'il va pouvoir mieux lire et écrire. Au niveau de ma lecture, j'augmentais un peu, c'est mieux écrit pour que je comprenne. Parce que moi, quand j'écris et que je lis ce que j'écris, j'y arrive pas très bien. Corinne est la mère d'Alexandre. C'est en début d'année scolaire que l'enseignante l'a alertée quant aux difficultés que rencontre son fils. Elle m'avait conseillé de me rapprocher de notre médecin familial, donc ce que j'ai fait. Et lui nous a tout de suite soupçonné donc pour Alexandre une dyslexie. Donc il nous a envoyé faire des bilans auprès d'une orthophoniste, d'une ergothérapeute. Il nous a renvoyé aussi au fil de l'eau sur une psychomotricienne. Et de fil en aiguille, on est arrivé à avoir un balayage complet des difficultés d'Alexandre, où j'ai vu son regard changer, d'abord parce qu'il se sentait pris en compte dans ses difficultés, sérieusement, et équipé d'un outil qui était adapté pour lui. Et il m'a dit ça, maman, ça va me changer la vie. Et il s'est mis à pleurer. L'ordylexie, cet outil révolutionnaire est équipé d'un stylet pour colorier ou surligner, d'un écran tactile et réversible. Son tableau de bord numérique est classé par matière pour un meilleur repérage pour l'élève. Autre élément, le scanner. Avec celui-ci, l'élève 10, par exemple, récupère un texte du manuel scolaire qu'il transfère directement sur l'ordinateur. En quelques clics, il peut changer la mise en forme, la modifier. Il lui suffira bien sûr de zoomer pour une meilleure visibilité. Il va par exemple zoomer et avoir une meilleure compréhension de ce qu'il vient de scanner. Et l'ordinateur permet aussi de recopier le texte de l'image et donc l'enfant peut modifier le texte et ça lui évite en fait toute recopie du texte initial. Leur dyslexie aussi permet la pause des opérations, notamment en mathématiques. On sait bien que l'enfant 10 en général peut avoir des soucis d'alignement au niveau des opérations, de la pause des opérations et donc leur dyslexie peut pallier à ces difficultés en posant à la place de l'enfant l'opération. L'enfant est donc plus autonome, l'ordinateur pallie à ces difficultés et on offre en fait de meilleures capacités d'apprentissage aux enfants 10 en général. Un outil qui remplace le cartable en définitive. En moyenne, 3 élèves sont dyslexiques dans une classe. Selon les professionnels, depuis la mise en place de cet outil, 50 à 70% des élèves 10 ont atteint une plus grande autonomie. Dans un instant, démonstration de l'un des cocktails les plus savoureux au monde. Et puis parce que cet accident peut survenir n'importe où, le massage cardiaque expliqué pour sauver des vies. La Guadeloupe a été classée 11e destination à visiter dans le monde par The New York Times, célèbre quotidien américain, et 4e destination de la Caraïbe par une revue professionnelle. Une distinction qui hisse notre archipel parmi les endroits les plus attractifs au monde, avec la prolifération des décharges sauvages un peu partout. N'avez-vous pas le sentiment que les Guadeloupéens se tirent eux-mêmes une balle dans le pied? Vos avis recueillis par Isabelle Hameau et Patrick Curie. Oui, ils se sont tirés une balle dans les deux pieds, mais bon, on va dire qu'il y a un pied qui est réparé, il faut réparer l'autre. À ce niveau-là, il y a eu énormément d'améliorations, toutes ces voitures, mais c'est vrai qu'il faut faire attention parce que ça a tendance à replonger, j'ai l'impression, depuis quelques années. Là, regardez, il y a mis des poubelles, il y a permis de aller là. J'étais pesodi, alors qu'il y a nettoyé la commune là tout le temps, mais il y a des gens qui font ça par exprès. Il y a fait ça pour casser mes là, pour casser. Vous comprenez? Mais moi, c'est méchant ça. Parce que nous sommes en belle Guadeloupe, il faut rester propre et belle. D'autant plus que là où ces touristes à venir, ils ont prendre photo à des côtés qui salent, des côtés qui bien, c'est qu'au Casamance, en terrain, et bien, il était sale. Un petit garçon était sorti en France, vient nettoyer. Ça a fait sale, là où ces touristes à passer. Ils ont prendre photo à ça, et puis après, quand ils ont dit là, Guadeloupe sale. Nous, c'est de l'argent, ils ont dit n'importe bêtise. J'ai, moi, personnellement, assisté à une scène où des gens, un jeune homme, d'un bonhomme, 35 ans, et sa mère, d'un certain âge, venus en 4x4, jeter des restes de véhicules
à Cluny, à Sainte-Rose, j'habite de ce côté-là. Même en leur disant, un dimanche, leur réponse a été de dire que là, par exemple, que la décharge était fermée. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, il y a énormément de déchets et il y a énormément d'enfants parmi nous. Je pense que le déchet, il est déjà dans l'esprit avant d'être au sol. Je suis arrivée hier et je n'ai encore rien vu de décharge, de choses comme ça. Mais je pense que s'il y en a beaucoup, certainement, il faut que ça soit plus propre. De toute manière, vu tout ce qu'ils ont mis en place pour essayer de faire les choses, je pense que c'est plus l'éducation. C'est nous, les gens, qui devront faire des efforts pour pouvoir essayer de préserver la Guadeloupe. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on manque de trucs, on a des déchetteries, on a des bornes pour pouvoir essayer de faire les choses. Et malheureusement, nous, habitants, on ne respecte pas ça. Les communes qui ont fait l'effort pour que ça soit pas visible. Hein. Oh ouais, c'est vrai, ni des côtés, c'est pas propre. C'est la première chose que j'ai remarqué lorsque je suis arrivé. Donc du coup, si je l'ai remarqué, les touristes, effectivement, ils vont le remarquer eux-mêmes aussi. Il faut vraiment qu'on prenne conscience à ça. Sinon, au bout d'un moment, les touristes, ils vont plus venir. Hein. Eux font la fierté de notre archipel. Les Roms de Guadeloupe ont récolté de nombreuses médailles au Salon de l'Agriculture à Paris. Parmi ces derniers, un s'est démarqué des autres. Il s'agit du Rom Bologne. Il a reçu la médaille d'or. Loïs Ignace s'est rendu dans les locaux de l'entreprise pour comprendre les raisons de son succès. François Monroux est très heureux de sa médaille d'or remportée au Salon de l'Agriculture à Paris pour son rhum blanc à 55 degrés. Le président directeur général de la distillerie Bologne a tenu à partager cette récompense avec tous ses employés. On est très fiers de cette médaille d'or obtenue sur le rhum agricole Bologne 55 degrés. Cette médaille, c'est d'abord le résultat du travail des femmes et des hommes qui travaillent à Bologne. Bologne, c'est avant tout une équipe de gens qui sont pour la plupart très anciens dans l'entreprise, qui connaissent bien leur métier, qui sont attachés à leurs produits et donc qui sont, je pense, qui vont partager avec moi et avec toute l'équipe la fierté d'avoir obtenu cette médaille. Sur le site de l'usine, les champs s'étendent sur 150 hectares, mais une variété de cannes exceptionnelle a contribué à l'attribution de cette médaille d'or. On a également la chance d'avoir une variété de canne qui est très spécifique et que nous sommes les seuls maintenant à avoir à Bologne, qui s'appelle la canne noire et donc qui participe à la typicité du rhum Bologne. La particularité de ce produit du terroir réside dans sa méthode de fabrication. On a beaucoup travaillé sur les fermentations. Donc la fermentation, c'est quoi? C'est le fait de transformer le sucre qui se trouve dans le jus de canne en vin de canne. Donc si vous voulez, dans le process, donc on va broyer la canne, on va obtenir du jus de canne. Ce jus de canne, évidemment, il y a du sucre, c'est ce qui nous intéresse. Et le procédé de fermentation va permettre de transformer ce sucre en alcool. Et c'est un des points clés de la qualité dans la filière de fabrication du rhum. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, évidemment, c'est la distillation. Et en ce qui concerne la distillation, on a des distillateurs qui sont là avec nous depuis très longtemps et qui connaissent parfaitement leur métier, qui savent régler leurs colonnes. Et on utilise bien évidemment encore des colonnes en cuivre, qui sont ce qu'on appelle les anciennes colonnes créoles. Qui sont des colonnes qui permettent effectivement en plus d'apporter quelque chose. L'entreprise s'est également lancée dans les énergies renouvelables. Bologne aujourd'hui, c'est à la fois une entreprise qui s'est modernisée, qui a beaucoup avancé notamment sur les aspects environnementaux aussi, parce qu'aujourd'hui, avec ce qu'on appelle les effluents, c'est-à-dire avec la bagasse et avec la vinasse c'est ce qui reste une fois qu'on a distillé. On retraite ces effluents et on fabrique de l'électricité. Donc là, on est dans une logique de fabriquer de l'énergie renouvelable, donc de l'électricité verte, avec à la fois de la bagasse, donc de la biomasse, et également en méthanisation avec nos vinasses. Chaque année, 2 millions de bouteilles de rhum blanc à 50 degrés sortent de l'usine. L'entreprise Bologne vise sans cesse l'excellence afin que sa gamme de rhum conserve toujours cet arôme unique et de grande qualité. Le rhum, avec son traditionnel citron vert, du miel ou consommé sec, est aussi préparé en cocktail qui ne demande qu'à être dégusté. Je vous propose de suivre avec attention la recette que nous livrent Nathalie Dinan et Moïse Dexter. Alors aujourd'hui, je vais vous réaliser le petit punch passion qui est composé de quartier de citron, de jus de citron, de fruits de la passion,
de sirop d'orgeat, sirop de passion et de rhum. Le rhum de Guadeloupe, un ingrédient indispensable pour réaliser un cocktail savoureux. Un rhum qui a un caractère, qui représente le caractère des Guadeloupéens. Alors, dans un premier temps, je vais récupérer les quartiers de citron. Je vais mettre dans mon verre. Arrosé de sirop d'orgeat, de passion, d'1 centilitre de jus de citron. Je peux rajouter déjà ma petite cuillère que je vais laisser dans le verre, suivie de la paille. Ensuite, je rajoute de la glace pilée. Très important pour que le cocktail puisse être bien frais. Il ne reste plus qu'à verser le rhum, poser la décoration, plonger de l'anis étoilé et le petit punch passion est prêt. Et ce rhum Déception fait partie de ces produits qui sont les plus consommés dans le monde, surtout dans les bars pour faire des cocktails. Plus compliqué, le spicy, du nom de ce rhum composé de vanille, de cannelle et de muscade, une autre création de Claude Laville, celle qui a remporté le concours Bartender 2012 et a représenté la Guadeloupe au Grand Marnier 2013. Le spicy qui est composé de jus de citron, de sirop de piment végétarien, de jus de cerise et de rhum ambré. Dans mon shaker, je mets de la glace à demi remplie de glace. Ensuite, je rajoute mon jus de citron, donc 1 centilitre. Plus du sirop de piment végétarien, du jus de cerise et bien entendu du rhum, un coup de shaker, filtrer le liquide et... Je verse délicatement. Voilà le spicy. Nous allons remplir le shaker à demi de glace. Claude Laville est passionné, son professeur à ses côtés, employé pour la démonstration comme commis, la guide et la rassure. Nous allons rajouter le jus de citron, donc 2 petits centilitres. Claude Laville est en train de réaliser le cocktail qu'elle a baptisé la Rosée Matinale et qui lui a permis de remporter le concours de bartender en 2012. Le blanc d'œuf, donc on va mettre tout, 3 centilitres de jus d'orange, 2 petits centilitres de sirop d'orgeat, 2 centilitres de triple sec et pour terminer, 2 centilitres de rhum. Comme le cocktail que je viens de réaliser, j'ai testé avec d'autres produits, ça ne passait pas. Et naturellement, avec le rhum, surtout que j'ai utilisé des produits d'ici, ça passe très bien. Au niveau du goût, au niveau de la saveur, au niveau du fait que c'est un peu légèrement épicé en bouche. Donc tout ça fait que ça sublime un cocktail. Je vous présente la Rosée Matinale. Le Tiponche Passion, le Spicy et la Rosée Matinale. Ce sont des cocktails qui sont faits avec beaucoup de créativité et qui mettent en valeur ce rhum guadeloupéen qui est primé chaque année au Salon de l'Agriculture. Attention à consommer avec modération tout de même. Il y a environ 60 000 crises cardiaques en France chaque année, Guadeloupe comprise. Cet événement peut survenir à la maison, à l'école, dans votre voisinage ou sur la voie publique, dans un pays où les accidents de la route sont fréquents. Afin que vous ne soyez pas démunis, TV Guadeloupe a décidé de vous montrer comment réagir si vous êtes en présence d'un cas d'arrêt cardio-respiratoire. Reportage Karen Diama. À leur arrivée, tout de suite, on va solliciter la conscience avec une question et 2 ordres. Hop, il a perdu connaissance. On va par contre, après, regarder s'il respire. « 10 secondes maximum, le secouriste va apprécier la respiration de la victime. Il ne respire pas, immédiatement, on suppose qu'il est en arrêt cardiaque. On va commencer la réanimation cardio-pulmonaire. Pratiquer en cas de perte de connaissance et d'arrêt respiratoire, la réanimation cardio-pulmonaire ou encore massage cardiaque est un geste simple qui peut sauver des vies. Mais combien d'entre vous le connaissent? Le sergent Palmier a pris le temps de nous l'expliquer. Dès qu'on a vu qu'elle ne respire pas, on alerte immédiatement le 15 afin d'alerter les secours, bien sûr. Et après, on pourra commencer le massage cardiaque. Donc le massage, il est effectué avec le talon de la main qu'on va positionner directement au milieu de la poitrine de la victime. La victime, de préférence, placée sur un plan Duon, de façon à comprimer efficacement la cage thoracique 30 fois et donc l'enfoncer de 5 à 6 cm chez un adulte. À savoir que chez l'enfant et le nourrisson, ça va changer. Ensuite, on va alterner avec 2 insufflations progressivement jusqu'au début de soulèvement de la poitrine et on continue toujours la réanimation, 30 compressions, 2 insufflations, 30 compressions, 2 insufflations. Et à l'origine de ces arrêts respiratoires, des causes multiples. Alors on peut avoir des causes traumatiques, ça peut être suite à un traumatisme, accident de la route
ou autre. On peut avoir aussi des causes médicamenteuses, toxicologiques. Ça peut arriver. Et également, parfois c'est la respiration qui s'arrête d'abord. Par exemple, dans le cas de la noyade. Celui qui se noie, il avale de l'eau et puis après, parfois, il peut avoir un arrêt cardiaque. Parfois aussi, c'est déjà une maladie du cœur. Le cœur est déjà malade et puis, malheureusement, un jour, hop, il s'arrête. Une personne en arrêt respiratoire voit ses chances de survie diminuer de 10% à chaque minute passée sans secours. Pourtant, seulement 20% des témoins d'un arrêt cardiaque pratiqueraient les gestes de secours. Il est donc nécessaire de s'informer et de se former aux gestes de premier secours. Et n'oubliez surtout pas d'appeler les secours qui vous sauront vous relayer efficacement. En Martinique, les seigneurs de la ville de Schellcher se réunissent une fois par semaine pour un cours de kayak au centre nautique de la ville. Des séances hebdomadaires pour muscler le corps et le mental. Alwin Courcy, d'ATV Martinique. Ton sourire, ça va donner envie de prendre un kayak là, hein? Ok, on repart dans l'autre sens. Une fois la tête, les épaules et les bras échauffés, avant d'embarquer sur les frêles esquifs, il est important d'être détendu. Je commence par détendre un peu l'atmosphère. Hein, c'est important, les mettre dans l'ambiance. C'est vrai qu'on a des seniors qui sont très à l'aise, il y en a d'autres moins. Donc j'essaie quand même de mettre une certaine ambiance. Et puis j'enchaîne sur la détente du corps lui-même, donc en faisant des échauffements. Planter, d'accord, c'est pour avancer. Maintenant, on va chercher plus loin, d'accord? Une fois à l'eau et le mouvement de pagaie bien assimilé, il n'y a qu'à se laisser glisser. En plus de la détente, le kayak a certaines vertus physiques. Mon mal de dos que j'ai depuis des années, j'ai une petite scoliose. Donc, et puis j'ai pas d'arthrose. Je dors quand même passablement bien et je vis bien. Je suis heureuse, monsieur. Et je me suis dit, bon, ben Michel, on y va, sport dans l'eau, la mer, on a le soleil toute l'année, ben j'en profite et je suis très heureuse. Pour la plupart des adhérents, le kayak vient compléter une autre activité, le tout dans un esprit d'équipe convivial. Je pratique quand même un peu de natation, donc je m'occupe physiquement, quoi. J'ai des activités physiques me permettant de supporter bien la pratique du kayak. C'est quand même plus intéressant, ça fait des ouvertures, on discute avec les gens, on n'est pas tout seul dans son coin à pratiquer un sport. Moi je trouve ça intéressant. Et puis l'équipe là est très sympathique, on se tutoie, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de cloison et on est bien, quoi. Pour accueillir les 36 adhérents seniors, le Cercle nautique de la ville a répondu à un appel à projet de la Caisse de sécurité sociale. Une initiative qui vient dynamiser encore plus la ville de Schellcher, déjà labellisée Bien vieillir. Je trouve que c'est une bonne action parce que nous avons souvent des actions en faveur des jeunes, des enfants et des jeunes. Donc il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de retraités. La Martinique vieillit, donc on a beaucoup. Donc il faut penser à ces seniors pour qu'ils ne restent pas. Donc il faut lutter contre l'isolement aussi, la sédentarité. Les portes du Cercle nautique de la ville sont ouvertes à tous depuis janvier dernier, le lundi, le mercredi et le vendredi, de 8h à 10h. Star des podiums, elle souhaite également se faire un nom sur scène. L'ancienne muse d'Yves Saint-Laurent est avec nous ce soir. Mounia, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous allez rencontrer le public guadeloupéen demain soir à l'Appart, à Jarry. Vous y êtes d'ailleurs préparé. Je vous propose de regarder le reportage de Loïs Signas qui a assisté à votre répétition. Réglage des instruments pour la répétition du concert live de samedi soir. Mounia est en Guadeloupe depuis une semaine pour la promotion de son nouvel album intitulé Reggae Afro-Caribbean Groove.
Artiste engagée, Mounia espère récolter des fonds pour venir en aide aux enfants défavorisés d'Haïti. Des sonorités caribéennes que le public pourra découvrir demain soir à l'appart à Jarry. Mounia, appréhendez-vous ce moment avec le public guadeloupéen? Ben, bien sûr, parce que je ne connais pas encore ce public. Mais je pense que ça va être mon public parce que la Martinique, la Guadeloupe, c'est nous. C'est même bagaille. C'est même bagaille, absolument. Votre musique est à votre image, caribéenne? Vous pourriez la définir ainsi? Oui, c'est un mélange des Caraïbes, parce que je chante en plus en anglais, français. C'est du reggae. C'est, sauf deux titres de l'album que je vais chanter ce soir-là, samedi soir, de Jeff Joseph, mon compagnon, et qui n'est plus de ce monde malheureusement, comme tout le monde le sait. Et donc c'est un mélange des Caraïbes, c'est un mélange de sonorités, des Caraïbes. Donc beaucoup de reggae. Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre à travers votre musique? J'ai envie de transmettre du bonheur, de la compréhension de l'autre, compréhension déjà de soi-même, et envers les autres, l'amour envers les autres, parce que dans les textes que je vais chanter, c'est vraiment, je pense beaucoup aussi aux enfants défavorisés, puisque je m'occupe d'enfants. Vous souhaitez interpeller les gens à travers votre musique justement sur ces phénomènes, la pauvreté C'est tout à fait ça, la pauvreté, la sensibilité qu'il faille avoir vis-à-vis des autres qui ne peuvent pas, ou qui ne s'en sortent pas. C'est beaucoup de choses positives dans cet album. C'est cela qu'on peut retenir et qu'on va entendre demain soir à l'appart. Des podiums à la musique, comment s'est passée votre reconversion? Oh, c'est une continuité un peu de l'art en général, puisque de la mode, la haute couture, à la musique, à la peinture, puisque je suis aussi artiste peintre. C'est une continuité et c'est une façon aussi de voir et d'exprimer certaines choses de la vie et qui sont tout à fait naturelles. Et dans ma musique, par exemple, ainsi que ma peinture d'ailleurs, c'est toujours une chose déterminée. Je suis très déterminée dans tout ce que je fais dans l'art. Et tout est, si vous voulez, fait de façon à venir en aide à mon petit orphelinat qui est oui, on peut le dire, joindre la parole aux actes, vous l'avez fait, votre engagement au service des orphelins martiniquais et ceux d'Haïti. Vous avez créé l'association Mounia pour l'amour de l'enfant et contribué à la construction d'une école et d'un orphelinat sur place. D'ailleurs, votre album qui vient de sortir, oui. Il y a 1 euro, je crois, qui sera reversé justement à cette association. Oui, tout à fait. Et puis, je voudrais préciser une chose et profiter de l'antenne pour remercier le RSMA de Guadeloupe et de Martinique, qui sont des jeunes militaires qui ont reconstruit, qui m'ont aidé à reconstruire cet orphelinat à Onaville-Croix-des-Bouquets, donc en Haïti. Donc, c'est très important. Et c'est ma devise dans la vie, de travailler tout autour de tout ce que je fais, de la peinture, de la mode, de la musique. C'est de pouvoir, il y a toujours une partie de cette recette que j'ai autour de tout cela qui est reversée, qui est totalement reversé
ou en partie des fois reversée à l'association Mounia pour la mort des enfants. Merci Mounia d'avoir répondu à nos questions. Avant de se quitter, on regarde un court extrait de votre dernier clip, Reading Running, extrait de votre album Reggae Afro Caribbean Groove. Merci. Tu vas trop vite. Hey. Today I don't want to go to war. Don't want to pay my tax. Don't want to pay my road. Oh my God, what a feeling I have. Raining, running. Marathon d'une vie trop speed. Raining, running. Métropole, ça va bien trop vite. Avant de se quitter, une information pratique. À Petit-Bourg, la circulation de la RN1 sera réglementée dès lundi 8h jusqu'au 17 mars. Les ouvriers de Route de Guadeloupe procéderont à l'aménagement d'une deux voies entre les carrefours de Montebello et de Goyave. Une déviation sera mise en place pour ce sens par la RD 33. C'est la fin de notre édition locale et régionale, mais dans un instant, question directe présentée par Eddy Planté.